Ok, bien. Alors, d'abord, bonsoir de manière officielle, même si on se l'est dit depuis tout à l'heure. C'est notre groupe des hauts qui est issu des lauréats de l'IAV Hassan II qui organise cette rencontre. Je vous remercie tous d'être présents. Je remercie nos invités et je remercie les membres qui sont présents. Comme vous le savez, on a convenu, en plus des webinaires qui sont ouverts à un large public, d'organiser également des rencontres à un niveau restreint, au niveau des membres du groupe seulement, et sur des thèmes très spécifiques relatifs aux problématiques de l'eau. Notre thème ce soir, c'est la gouvernance de l'eau dans le bassin du Souss-Massa. Notre conférencier sera Si Mohamed El-Feskaoui, qui est directeur de l'agence de bassin hydraulique du Souss-Massa. Tout d'abord, en votre nom, je tiens à le remercier d'avoir accepté notre invitation et d'être là pour cette conférence. Une brève présentation de Sif Skaoui pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que beaucoup de gens ont dû le croiser lors de leurs activités professionnelles ou le connaissent personnellement. Monsieur Skaoui est ingénieur hydrogéologue. Il est lauréat de l'école Mohammedia des ingénieurs de la promotion 1982. Alors, avant d'avoir la responsabilité de l'agence de bassin du Souss-Massa, M. Feskaoui a exercé dans différentes régions hydrauliques de notre pays. Je cite très rapidement les régions hydrauliques, le Tensift, le Marbi, le Bourgreg, le Soubou, Sakhi al-Hamra, et peut-être j'en oublie. C'est donc un cadre qui a une longue expérience et un cadre qui connaît pratiquement toutes les grandes régions hydrauliques de notre pays et qui donc que nous allons avoir la chance d'écouter ce soir. Juste un mot pour dire pourquoi peut-être on a choisi de démarrer par la région du Souss-Massa. Personnellement, je considère que c'est un choix qui est judicieux, qui est pertinent. Pourquoi? Premièrement, j'ai au moins 4 raisons pour lesquelles je pense que ce choix est pertinent. D'abord, la région du Souss-Massa, pour moi, réunit toutes les problématiques que l'on peut rencontrer en termes de gestion des ressources en eau, que ce soit au niveau des ressources superficielles, des ressources en eau souterraines. C'est une région où il y a une très forte concurrence entre toutes les demandes en eau, qu'elles soient pour l'irrigation agricole, pour l'eau potable, pour l'eau industrielle et touristique. Deuxièmement, c'est une région où énormément d'études ont été menées depuis très longtemps. Elle a été très bien étudiée sous tous les aspects, à la fois par les services officiels de l'État, qui ont fait un certain nombre de projets et d'études sur la région, mais également par des organisations internationales telles que la Banque mondiale, l'AFD, la FAO et d'autres, mais également par des universitaires, des experts et des chercheurs. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que les agriculteurs du Souss-Massa je considère que les agriculteurs du Souss-Massa sont les agriculteurs de pointe au niveau national. Je pense, dans la région du Souss-Massa que toutes les nouvelles technologies en matière de maîtrise de l'eau d'irrigation ont été entreprises en premier. Les premiers gouttes à gouttes ont été faits dans le Souss et toutes les techniques aujourd'hui qui sont développées en matière d'économie d'eau sont entreprises et réalisées dans la région du Souss-Massa. Et enfin, pour moi, une raison importante aussi, c'est que le Souss-Massa, les agriculteurs du Souss-Massa sont des agriculteurs également de pointe sur le plan de l'organisation. Ils sont très bien organisés et l'organisation, disons, professionnelle de cette région a permis de mener un certain nombre d'expériences de partenariat avec les services de l'État. Et si je ne m'abuse, M. Feskaoui me contredira si je me trompe, et je crois que la première expérience de contrat de nappe a été menée dans cette région. Sur le plan économique, le choix de la région du Souss-Massa est également pertinent parce que je donne juste 2 chiffres. Ils m'ont toujours impressionné et j'ai toujours considéré qu'il faut les vérifier, mais malheureusement, ils s'imposent d'eux-mêmes.
en 2016-2017, il y a 3 ans, le Souss-Massa représentait 82% des exportations de primeurs sur l'ensemble du pays. 82%. Et sur les exportations d'agrumes, il représente les 2 tiers, 62%. Donc, c'est pour nous, la région du Souss-Massa, et le choix de ce soir n'est pas anodin, il était réfléchi. Aujourd'hui, les questions qu'on peut se poser, c'est que cette agriculture florissante dans le Souss est-elle aujourd'hui menacée par les problèmes de raréfaction des ressources en eau? Est-ce que cette région est menacée? Deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que cette région ne paye pas aujourd'hui ses abus et son inconscience en matière d'exploitation des ressources en eau? Et troisième question, quelle leçon tirer de l'expérience du Souss-Massa pour l'ensemble de notre pays? Voilà quelques questions, entre autres, qui me viennent à l'esprit et auxquelles on tentera peut-être de réfléchir ensemble ce soir, pas de trouver des solutions, mais de réfléchir et peut-être de faire des propositions. Notre rencontre ce soir sera organisée, comme vous le savez déjà, je vous l'ai écrit plusieurs reprises, en 2 temps. Premier temps, un exposé, une conférence par Sylve Skawi d'à peu près une demi-heure. Et après, pendant 1 heure, vous aurez la parole, vous aurez le droit de prendre la parole et le micro pour poser des questions à Sylve Skawi, mais je prendrai la liste des intervenants et je donnerai donc la parole au fur et à mesure de l'avancement de notre discussion. Quelques règles, s'il vous plaît. La première, quand vous n'aurez pas la parole, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Vous pouvez garder votre caméra, il n'y a pas de souci, si vous le désirez, mais micro, s'il vous plaît, parce que ça peut faire des perturbations avec les gens qui parlent. Deuxième chose, que vos questions soient les plus synthétiques possibles. Et si vos questions ont déjà été posées par d'autres, ce n'est pas la peine de les répéter. Et troisième chose que je vous demanderai, vous me donnerez l'autorisation de rappeler ces 2 petites règles à ceux qui éventuellement ne les respecteraient pas en cours de route. Donc, j'interviendrai pour rappeler peut-être les choses à l'ordre. Et comme l'a dit notre ami Mustafa, que je remercie beaucoup parce que c'est lui qui nous met à notre disposition sa licence pour cette plateforme, notre session est enregistrée, donc vous le savez tous. Et si ça ne pose aucun problème pour personne, donc cet enregistrement sera fait et sera donc distribué aux personnes participantes. Voilà ce que je voulais dire en entamant notre rencontre. Merci à tous et la parole donc est à Si Mohamed El-Fskawi pour son exposé. D'accord, donc je vous remercie beaucoup, Sissafine, ainsi que tous les membres de votre groupe pour m'avoir invité à cette rencontre. Et je suis trop content et heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous la simple expérience que j'ai dans ce domaine, notamment dans le bassin de Souss-Massa. Et je vais vous présenter effectivement cette problématique de la ressource en eau de bassin et également les solutions proposées pour essayer d'un peu d'épargner cette problématique et d'arriver à un juste équilibre hydrique dans la région, tout en voulant sauvegarder le développement le niveau de développement qu'a atteint la région. Donc, je peux mettre à votre disposition, si c'est fini cette présentation, je peux vous l'envoyer par mail. Vous me transmettrez après votre mail et je vous la transmets. Si vous voulez la diffuser, aucun problème. Alors, on a appelé cette présentation la gouvernance de l'eau. Donc, le chrono pour être à l'heure, nous sommes à 5h10. La gouvernance de l'eau dans le bassin de Souss-Massa. Comme vous l'avez mentionné, M. Safine, le bassin de Souss-Massa est devenu un champ d'expérience. Elle a attiré l'attention de pas mal d'instances de recherche, d'investissement national, international, financière, etc. Et elle a fait l'objet de pas mal d'études, même trop, parce que vous savez, en matière de données, trop de données parfois dérangent en matière de synthèse, et comme le manque également le fait. Donc, il y a un juste optimum en matière de données dont il faut disposer. Alors, le bassin de Souss-Massa, je le présente géographiquement, vous le voyez, dans 8 provinces, dont 5 en totalité, 3 en partiel. Donc, c'est Taroudanne, Ch'touka, Tiznit, Azkan et Agadir Daoutanan, et partiellement à Chichaoua, Souira et Sidi Ifni.
et il renferme 2,3 millions d'habitants et il fait une surface de 28 000 km². Il exerce la population sur ce bassin. Les principales activités, c'est l'agriculture, suivi du tourisme et puis de la pêche. Alors, je vois donc juste pour à votre information l'état actuellement du remplissage des barrages du bassin. Le bassin dispose de 8 barrages, donc que vous voyez sur le tableau. Et dont le taux actuel de remplissage était 12,9%. Et ce qui est écrouge, donc sur 730 millions de mètres cubes, nous ne disposons actuellement que de 93 millions de mètres cubes d'eau dans nos réserves, dans nos réservoirs. Alors, ce que vous voyez en rouge, ce sont les barrages qui ont dépassé le niveau, le moins qui a été atteint dans ces barrages. Je vois le barrage Admoul, il a atteint déjà un niveau minimum en 2007 de 10 millions de mètres cubes. Et en novembre 2020, il est à 0,8 millions de mètres cubes. C'est le niveau le plus bas qu'a connu ce barrage depuis sa mise en service en 1981. Également, le barrage de Mokhtar Soussi, il a atteint en 2006 10,5 millions de mètres cubes. En octobre 2020, il a atteint juste 1,2 million de mètres cubes. C'est également le niveau le plus bas qu'a jamais vu ce barrage. Le barrage également de Amir Prince Moulay Abdallah, il a atteint en 2003 le niveau le plus bas, 22 millions, mais actuellement c'est le plus bas, c'est 6,1 millions de mètres cubes en novembre 2020. Et puis le petit barrage de Elsus, avec une légère différence entre les niveaux atteints en 2008 et les niveaux actuels de septembre 2020. Vous voyez que nous vivons actuellement un stress hydrique accru. La comparaison de bassin de Souss-Massa par rapport aux autres des bassins du Maroc en matière de ressources en eau, le bassin de Souss-Massa au Maroc ici ne représente que 4% des ressources, ne représente que 4% des ressources en eau du pays. Vous voyez en bleu ici le bassin de Locos, de Segou et de l'Omarba, ce sont les bassins les plus garnis, les plus dotés de ressources en eau. Alors le bassin de Souss-Massa donc connaît une activité notamment agricole intense, et ce qui bien sûr exerce une certaine pression sur la ressource en eau. Alors, en matière de maraîchage, comme vous l'avez mentionné, c'est Mouloud, donc il produit 1,5 million de tonnes, 21% de la production nationale, avec 60% d'exportation, 580 000 tonnes. En matière d'agrumes, il est à 630 000 tonnes de production. Et il exporte 300 000 tonnes, soit 62%. Et puis d'autres cultures, le cactus, l'olivier, le safran. D'ailleurs, je pense que c'est la seule région qui produit le safran de la région, l'amandier et le carobier. Et puis le pomme en dernière catégorie. Les ressources en eau du bassin, globalement, nous avons les ressources en eau souterraines qui représente un potentiel renouvelable de 425 millions de mètres cubes, mais on en soutire actuellement 675 millions de mètres cubes. Soit un déficit, un écart entre les deux, entre le renouvelable et ce qui est exploité actuellement, de 250 millions de mètres cubes par an annuel. En matière d'eau de surface, un potentiel de 672 millions, et on exploite actuellement 425 millions, donc il reste encore une petite marge. C'est ce qui va être mobilisé par les barrages futurs dont nous allons parler tout à l'heure. L'utilisation d'un 85% du potentiel de 1,1 milliard mobilisé va à l'agriculture et 14%, vous savez que la région n'est pas une zone industrielle, c'est juste quelques industries liées à la transformation agricole, la valorisation des produits agricoles et également de la pêche, soit 14% qui va à l'industrie. Les ressources en eau du bassin, bien sûr, sont atteintes de certaines contraintes en matière de gestion, notamment le climat qui est défavorable, donc c'est un climat aride à semi-aride. La variabilité du potentiel hydrique, notamment dans le temps, à titre d'exemple, nous avons reçu en année 1960 juste 30 millions de mètres cubes, alors qu'en 2014, nous avons reçu 2,6 milliards de mètres cubes. Vous voyez une variabilité très accrue. Un potentiel limité par capita, c'est juste 450 mètres cubes par an, par habitant par an. Et une vulnérabilité à la pollution, une demande en eau qui galope, bien sûr, de tous les usages agricoles, industriels et eau potable. Et la superficie irriguée qui augmente, qu'on ne peut pas connaître. Je vais en venir parmi les points faibles
de nous tous, gestionnaires de la région, c'est on assiste à une extension accrue des superficies non contrôlées et dont on est tous contre. Et puis la valorisation également de l'eau d'irrigation qui reste à ce niveau insuffisant. Également, une autre contrainte, c'est l'envasement. L'envasement des barrages. Vous voyez que ici, sur les barrages, depuis la dernière bathymétrie, nous avions 718 millions de mètres cubes. Et actuellement, nous avons 692 millions. Donc, nous perdons à peu près une moyenne de 1 million de mètres cubes par an par barrage. Et c'est le plus envasé, c'est le barrage Prince Moulay Abdallah avec 1,7 million de mètres cubes par an de perdu. C'est également une contrainte. Les nappes, nos nappes, notamment de Sousse Massa et de Ch'teka, baissent en continu. Le Sousse Amont, le Sousse aval et le Sousse moyen, et également la nappe de Ch'teka. C'est une baisse à peu près de 1 mètre par an. Et la nappe de Sousse moyen, 2 mètres par an. Et Sousse Amont, également 1 mètre par an. Donc c'est une baisse continue de ces nappes suite à une exploitation. La qualité également, notamment de la zone côtière, qui se dégrade de plus en plus par l'avancée de l'intrusion marine due à l'exploitation. Les zones limites de la région ont également été impactées et sont tous devenues pratiquement sèches. Les zones de l'embouchure des différents oueds, de Massa, de Temri, et les zones de la montagne, du lac Defni, etc. Alors, suite à cette situation, donc déficit et puis les contraintes liées à la gestion, issues du diagnostic et de l'état réalisé par l'agence en 2005, nous avons même fait des scénarios de simulation de comment va être l'évolution de cette ressource à l'avenir si on ne fait rien et si on fait quelque chose et si on fait vraiment un scénario de sauvegarde. Nous avons simulé un scénario catastrophe en rouge et un scénario de sauvegarde en vert. Il y a ce scénario où il y aurait juste la généralisation de goutte à goutte. Alors qu'on va être cette ressource sur certains postes de comparaison. Exemple, la baisse de la nappe. Donc, pour le scénario catastrophique, il va atteindre 2030 50 mètres. Pour le sauvegarde, 20 mètres. Il y aurait toujours une baisse. On n'arriverait jamais à freiner la baisse, mais pour le scénario de sauvegarde, basé sur certaines hypothèses dont je vais parler tout à l'heure, atténuer cette baisse et le goutte à goutte, c'est lui qui va jouer un rôle très important si on le généralise et si on respecte la non-extension des superficies. Le déficit de la nappe va passer dans l'océan de Pâte à 25 millions au lieu de 270. Et si on ne se fait rien, elle va être aggravée à 460. Les superficies qui seront dénoyées suite à l'assèchement total, tel que le cas de Garden aux années 80, donc serait de 1600 hectares dans le scénario de Gardane et 8000 de ce scénario catastrophique, les pertes d'emploi également et le coût de cette baisse. Alors, nous sommes donc face à ces questions de vie ou de mort. Si on vous sauve, je rappelle, je l'ai rappelé le lundi à Sissafine que Cheikh Nouch avait dit à l'époque, quand il était président de la région, qu'on doit réaliser tout ce qui est techniquement dicté, sinon il serait démissionné de président de la région parce qu'il ne peut pas être président d'une région qui va à la faillite et qu'on reste bras croisés. Donc nous sommes face à une vie ou de mort, et on doit faire quelque chose. Et c'est alors que l'agence a réalisé une étude d'implication des usagers, elle commence à intéresser les usagers eux-mêmes à s'impliquer à la gestion. Et puis la création du comité contrat de nappe, de la présidence a été confiée à Dr Brahim Hafidi, actuellement président de la région. Et le comité de pilotage suivi, présidé par M. Aziz Akhnouch, à l'époque président de région, et M. Louali, à l'époque c'était M. Filali. Et les décisions qui ont été arrêtées, on va les citer tout à l'heure, par le comité de contrat de nappe, ont été élaborées et traduites dans une convention cadre que nous allons voir tout à l'heure quel est le contenu et quels sont les établissements et les institutions qui ont ratifié cette convention. Alors donc, voilà, donc ici, nous avons l'offre ici à ce niveau et la demande qui est en bleu, donc un déficit. Il faut juste arriver jusqu'à un équilibre en agissant sur la demande, en augmentant sur l'offre, et également en réduisant la demande et arriver à un point ici d'équilibre. L'ajustement sur
La demande, donc, c'est le type d'ensoleillement à pratiquer, moins gourmand en eau. La réduction ou même l'interdiction des extensions de surface irriguées, la transformation des systèmes d'irrigation gravitaire, la généralisation de goutte à goutte, la réduction des pertes dans les réseaux d'induction et de distribution et autres actions. Et au niveau de l'augmentation de l'offre, c'est la réalisation du nouveau barrage qui reste à réaliser, c'est le dessalement de demeures, c'est la réutilisation des eaux usées et purées, c'est un potentiel important. Et donc, jusqu'à arriver à… Alors, si on fait l'ensemble de ces points en principe, on va arriver au scénario de sauvegarde. Et nous allons voir qu'est-ce que nous avons fait au niveau de ces points, qu'est-ce que nous n'avons pas fait et pourquoi. Donc, elle a donc un schéma de mise en œuvre de ces actions. Donc, c'était à commencer par des actions ici qui ne coûtent pas sur le coût des actions ici dans cet axe et sur les bénéfices en matière d'économie de l'eau. Donc, on va commencer par les actions qui coûtent très peu et qui ont un impact important sur la ressource, notamment l'arrêt des extensions de superficie irriguée. Ça ne coûte pas grand-chose à l'État, mais nous allons voir c'est l'axe où nous avons le plus échoué. Et puis, bien sûr, aller jusqu'à les actions qui coûtent plus cher et avec un très peu d'impact sur la ressource en eau, mais nécessaire à réaliser. Alors, l'étude d'impact, l'étude d'application des enjeux donc avait pour objectif d'élaborer un plan d'action participatif et négocié avec tous les concernés, les usagers, les intervenants de l'eau et également harmonisé avec les recommandations et les dispositions prévues par les plans directeurs et puis contribuer à la mise en place d'une politique participative. Il faudrait que tout le monde soit mis autour de la même table, discuter, essayer. Il ne s'agit pas de poser des problèmes uniquement, il s'agit aussi de leur apporter des solutions. Les sujets traités par le comité contre-ADNAP dans lesquels les rapports ont été établis et traduits au niveau de la convention cadre, c'est l'organisation de la profession creusement de forage, c'est-à-dire les professionnels de forage, à l'époque qui exerçaient dans la région de manière hiérarchique, il fallait les organiser en une association, en un seul locateur, avec un guide, avec un cahier de charge, etc. Et puis l'économie de l'eau, bien sûr, donc vous savez, les subventions à l'époque n'étaient que de 30% à 40%, puis ils augmentaient au fur et à mesure, ils sont actuellement à 100%. La simplification des procédures, justement, permettre aux usagers d'accéder facilement à la ressource sans pour autant la gaspiller ou de la perdre. À titre d'exemple, par exemple, vous savez que la procédure pour l'obtention d'une autorisation de creusement nécessite les délais réglementaires, c'est 45 jours. Alors, s'il y a un agriculteur qui a de la tomate dans les champs et qu'il a le puits bousillé ou éboulé, bon, il fallait tout de suite agir, sinon, s'il veut attendre les 45 jours, ça serait toute la culture qui va être perdue. Donc, on donne, quand il s'agit d'un cas d'urgence, on donne un accord de principe pour sauver la culture et puis le dossier poursuit ça. Et nous sommes toujours sur cette politique. Le contrôle de superficie irriguée et puis la sensibilisation et la communication, parce que nous sommes convaincus que si les usagers ne sont pas convaincus de la gravité, on aura beau fait, mais on n'arrivera pas à l'objectif assigné. La convention cadre donc, a été ratifiée par l'ensemble de ses partenaires ici, dans les ministères de l'aménagement du territoire, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances, le secrétaire d'État à l'époque chargé de l'eau, là où il y a le Conseil de la région, l'Agence des bassins, l'Office de mise en valeur agricole, les crédits agricoles, les chambres d'agriculture, etc. Donc, tous les intervenants ont signé cette convention et nous étions mis tout de suite à son application. Cette convention axée sur les 4 axes principaux, l'économie et l'évaluation de l'eau, avec la conversion de 30 000 hectares dans un premier temps, la valorisation de l'eau d'irrigation et choix de culture moins exigeante en eau, l'activité de contrôle de la police de l'eau et la caractérisation des exploitations agricoles. Puis l'axe 2, c'est la recherche scientifique. 3, développement des ressources en eau souterraines. Et 4, c'est le développement des eaux de surface. Alors, je vais tout de suite, avant d'aller ce qui est réalisé dans ce cadre, vous présenter quelques projets phares dans le bassin. J'ai dit tout à l'heure que c'est un champ d'expérimentation. Alors, l'étude de la valorisation de l'eau dans le bassin de ce bassin, donc je vais vous montrer ici, amené sur
a précisé le volume d'eau nécessaire pour la production d'un kilo. La tomate, c'est elle qui nécessite, un kilo de tomate nécessite 36 litres d'eau. Alors que si pour un kilo de tomate, les agrumes, c'est 150 litres d'eau, pardon, non, c'est de 240 litres d'eau pour produire un kilo d'agrumes. Et puis, c'est la vigne, avec 250, c'est la vigne qui consomme beaucoup plus. Et on voit ici que c'est la tomate qui consomme moins en eau en matière de production nécessaire pour la production d'un kilo. Alors, en matière de rentabilité économique, c'est un diagramme qui montre le nombre de kilos produits par mètre cube d'eau et également le coût. Le coût en violet ici. Donc, je vais vers la tomate. Le coût, leur de rentabilité, c'est 30 dirhams. 30 dirhams le mètre cube. Il rentabilise l'eau à 30 dirhams le mètre cube. Et elle produit 27 kilos, un mètre cube d'eau produit 27 kilos de tomates. Alors, je vais vers les agrumes. Pourquoi les agrumes? Parce qu'ils sont de la région. Alors, agrumes, ils sont là. Donc, c'est 6 kilos, c'est 6 dirhams par mètre cube, moins rentable que la tomate. Et 4 il produit, un mètre cube d'eau produit 4 kilos de. 4 kilos, oui. Alors également, un autre projet phare de la région, c'est le projet de partenariat public-privé de sauvegarde de la zone agricole de Garden, qui consiste en l'adduction sur 90 km depuis le barrage d'Aoulouz jusqu'à la région de Garden pour irriguer 10 000 hectares et également réaliser 300 km de conduite de distribution à l'intérieur du périmètre. Le coût de ce projet était de 987 millions de dirhams et un volume de 45 millions de mètres cubes a été réservé dans ce barrage pour ce périmètre. Un autre projet, c'est la recharge artificielle de la nappe. Je crois que le SUS est un peu pilote en matière de recharge artificielle de nappe, avec la réalisation déjà de 10 seuils de recharge avec la réalisation du barrage d'Aoulouz, parce que l'objectif principal du barrage d'Aoulouz, c'était la recharge de la nappe, et suivi de nouveaux seuils sur les affluents depuis 2006 à 2013. Quelques seuils ici. Le seuil consistant un peu bloquer, freiner l'écoulement horizontal pour favoriser momentanément l'écoulement en percolation verticale vers la nappe. Également, la région a fait l'objet d'un certain nombre de transferts et d'adductions sur de longues distances, depuis le barrage d'Aoulouz jusqu'à l'Ibelden. L'interconnexion qui vient d'être réalisée pour connecter le barrage dans le complexe Aoulouz-Moukhtar-Soussi au système d'AEP d'Agadir. Le barrage Youssef Tachfine également vers le Massa, vers l'AEP de Tmik, puis vers l'AEP de Tiznit, Sidi Ifni, jusqu'à Al-Khassas. Donc, un certain nombre de conduites de transfert interversés ici. Un autre projet important, c'est le projet qui s'inscrit dans le cadre de la recherche scientifique de la Convention cadre, c'est le pilotage des irrigations au niveau des agrumes, avec la réalisation de 28 stations météorologiques qui permettent avec des sondes capacitives qui permettent de récolter les informations chaque matin, traiter, et on va des SMS aux agriculteurs, leur disant voilà la dose qu'il faut pratiquer ce matin, et c'est cette dose qui obtiendra le maximum de rendement et également le maximum d'économie d'eau. Cette technique permet d'économiser 2000 m3 à l'hectare, et sur ces 33 000 hectares d'agrumes, on va économiser 66 millions de mètres cubes. Un autre projet important et structurant de la région, c'est le de Salamandre de mer, pour la première fois, je crois, en Afrique, un projet de taille piloté par le ministère de l'Agriculture, qui va produire 400 000 m3 par jour, dont 200 000 ira vers l'irrigation pour combler le déficit de l'âme de Chouka et éviter l'intrusion marine, l'envahissement de l'eau salée de cette nappe, et 200 000 m3 va aller vers l'eau potable du Grand Agadir pour sécuriser l'eau potable du Grand Agadir. Alors, le coût de ce projet, c'est 4,4 milliards
de dirhams est également sur le deuxième projet de partenariat public-privé de la région. Un autre projet également sur le captage des eaux de brouillard par filet de la région de Sidi Ifni, connue par les brouillards. C'est les brouillards qui vont intercepter les filets qui vont intercepter ces brouillards et les précipitent par gouttes en bas, recueillis dans des tuyaux et aller vers le bassin. Donc actuellement, on a atteint donc 10 litres par mètre carré de filet, 10 litres, pardon, 10 litres, 5 pour cette direction. Et actuellement, actuellement, on récolte quelques 200 litres qui permettent d'alimenter un certain nombre de devoirs dans cette région qui est connue par le déficit. Également, nous avons réalisé une expérience typique par rapport au Maroc, mais un peu, c'est une expérience française, des schémas intégrés de ressources en eau d'un petit bassin, d'un affluent qui est dit d'Arab de l'âge du bassin de ce bassin. Alors, le point fort donc, dans cette région, c'est que, en matière de communication de sensibilisation, une caravane de l'eau a été réalisée qui avait sillonné toute la région pour informer toute la population et tous les usagers dans le coin, dans les douars, etc., de la difficulté de la problématique de l'eau et qu'il y ait lieu à ce que chacun, dans son côté, puisse changer son comportement vis-à-vis de l'utilisation de la ressource, aussi bien chez lui à la maison que chez son exploitation. Également, une sensibilisation en matière de l'utilisation industrielle, les classes d'eau au niveau des écoles et des collèges et des lycées, et la réutilisation des eaux usées des colloques, etc. Et nous avons réalisé un voyage d'études pour notamment les collectivités locales vers Tétouan, où l'arrosage par les eaux usées est pratiqué normalement, et également l'aménagement et la protection du bois de suce. Alors, en matière d'activité de contrôle, donc il y avait des arrêtés de gouverneurs de la région pour interdire les extensions de superficie irriguées. Il y avait la simplification des procédures qui est mise en place, et également la publication des décrets de déclaration et d'organisation du point d'eau en 3 phases pour que les gens régularisent leur point d'eau et obtiennent leurs autorisations. De 2001 à 98 pendant 3 ans, de 2011 à 2009, 3 ans, et 2013 à 2015 pour 2 ans. Il y a également la loi 36 de 15 qui est promulguée en 2015 et le guide de la police d'eau. Donc, en matière sur le terrain, les mesures prises sur le terrain, de contrôle, bien sûr, plus de 1000 tournées de la police de l'eau, la fermeture de quelques forages. Nous n'arrivons pas à fermer tous les forages illicites. La confiscation de quelques 120 ateliers de forage qui travaillent arrêtés en flagrant délit en illicite et la constitution de 2 équipes permanentes. Alors, en matière d'irrigation, je vous donne un peu la répartition des surfaces. 133 000 irrigués dans la plaine de Sousse, dont le 32 000 hectares dans le moderne public et 53 000 pour le moderne privé et 47 000 pour le traditionnel. L'ensemble consomme ou utilise, pour ne pas dire consomme, utilise 870 millions de mètres cubes par an. Alors, nous avons réussi la reconversion du système d'irrigation. Nous avons la stratégie que nous avons établie ensemble à partir de 2007 est très fructueuse. Donc, nous sommes actuellement partis en 2007 de 47 000 hectares et actuellement nous sommes à 105 000 hectares irrigués et convertis, le système d'irrigation converti en goutte à goutte. Donc, cette technique donc ont permis nous voyons que le gravitaire ici représentait 54% en 2007 et en 2018 ne représente plus que 22%. L'aspersion était 15%, il a passé à 10%. Et le goutte à goutte était à 31%, il est passé à 68%. Donc, c'est une conversion des modes d'irrigation. Le développement des eaux profondes avec la réalisation de 4 pages profondes de la région pour un peu la mobilisation, également la réalisation de certaines études géophysiques et de recharge. La réutilisation des eaux usées épurées, donc ce qui est également un paramètre d'équilibre hydrique dans la région. Tous les golfs, nous les avons obligés à passer à l'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage de leurs golfs. Donc, les 6 golfs de la région sont passés depuis l'été dernier
à l'utilisation de ces eaux et traités. Nous disposons d'une station performante ici de traitement de Grand Agadir qui traite les eaux. Et les travaux d'adduction pour l'arrosage des espaces verts urbains au niveau des communes urbaines d'Agadir, Tchira et Zikel, de leur stockage également les bassins et de distribution sont en cours. Donc nous allons également droit vers la généralisation de la réutilisation des eaux usées épurées. Pour le dessalement de demeure, pour le stockage, on voit ici que l'État d'avoir le dessalement, donc il y a 85 millions de mètres cubes produits pour l'irrigation de la nappe et 55 millions fournis par le barrage. Alors l'objectif à l'avenir, c'est l'eau dessalée, les 60 millions va provenir de l'eau dessalée pour rester au volume de 25 millions de mètres cubes renouvelable au niveau de la nappe de stockage et éviter le déficit, l'abus de la nappe et éviter l'intrusion. La surface restera au même taux. Alors, les points faibles, ce sont les points forts donc, que nous avons réalisés. Les points faibles, c'est le contrôle avec une implication des partenaires et des intervenants qui reste assez insuffisante pour assurer un contrôle parfait des extensions de superficie irriguée et de réalisation de forages illicites. Donc, c'est un problème, alors que normalement, c'est une tâche qui relève de tous les départements, en principe, autorités, agriculture, agences, et même le corps de justice également, pour un peu punir ceux qui viennent en infraction. Également, les effectifs dédiés au contrôle sont pour autant très, très faibles. Et nous rencontrons des difficultés quand on émet un arrêté de fermeture de forage ou de point d'eau réalisé illicitement, trop de difficultés à le fermer, soit que la force de l'ordre n'est pas mise à disposition de l'équipe, etc. Également, les difficultés de réquisition et de confiscation d'ateliers de forage dans certaines conditions, la nuit, où ces gens utilisent les week-ends et les jours fériés pour travailler. L'extension de superficie irriguée illicite et non contrôlée, je vais vous donner ici l'exemple d'une île ici au niveau de Mrafra Oulad Driss, de la région de Oulad Barhil à Ouloz, qui était en 2002 vierge, il y avait zéro agriculture. En 2006, tout ce qui est rouge ici, vous le connaissez bien parfaitement plus que moi, tout ce qui est rouge, c'est le vert en réalité dans la nature. Tout ce qui est rouge en image satellite. Donc, en 2002, quelques exploitations commençaient à apparaître. En 2010, elles commencent à être recouvertes en totalité. Et en 2014, déjà, on passe vers l'autre côté. Vous voyez comment ça évolue, les superficies irriguées. Alors, on les traduit ici. Donc, entre 2002 et 2018, nous assistons à une augmentation de 44 000 hectares de surface irriguée. Donc, en 2002, nous n'avions que 88 000 hectares irrigués. En 2063. Alors, ce qui a augmenté surtout beaucoup plus, c'est les agrumes et l'arboriculture, avec 19 000 hectares de plus depuis 2002 à 2018. Le développement des eaux de surface, également, nous assistons à un retard en matière de réalisation des ouvrages fixés par la Convention cadre. Mais je pense que le programme, le programme national d'approvisionnement potable et d'irrigation pour lequel Sa Majesté avait présidé la signature de la Convention de sa réalisation, de son financement, la région va bénéficier, il a commencé déjà à bénéficier. Donc le barrage, les surélévations de barrage portant ceci pour l'augmentation des capacités de 150 millions de mètres cubes. Je vous informe que le marché est passé le vendredi dernier. Il est adjugé à la société Somagec et certainement il va démarrer les travaux début de l'année prochaine. Également, un barrage de 150 millions de mètres cubes au nord de Gadir et le projet de dessalement également se rentre dans ce cadre de ce projet et l'interconnexion barrage à Ouloz aux autres. Voilà, donc je pense que je suis exactement avec 3 minutes de plus, M. Safin. Je vous remercie pour votre attention.
Eh ben, bravo, si Fskawi, très bon exposé, respect presque minuté du temps imparti. Au nom du groupe, je vous remercie pour tout ce que vous avez, toutes les informations que vous nous avez données. Et notre groupe serait intéressé de recevoir votre présentation. Je crois que vous avez nos adresses mail dans le mail que nous avons envoyé pour donner le lien pour la connexion. Sinon, je vous enverrai le mien et je ferai le lien pour envoyer aux autres. Très bien. Bien, chers amis, le temps des questions-réponses est arrivé. Je vais commencer à ouvrir la liste des personnes qui veulent poser des questions. Alors, vous avez deux façons de faire. Vous avez un petit en bas à droite de votre ordinateur ou de votre téléphone, levez la main. Si ça me signale qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Sinon, je vois Silhouti qui a demandé la parole. Est-ce qu'il y a Monsieur Obo? Faites-moi signe, Mustafa Al-Hiba. Est-ce que Monsieur Toumi? Alors, Monsieur Baza? Oui, si Mohamed Bazaoui, j'ai noté. Donc, pour l'instant, j'ai Monsieur El Houti, Monsieur Obo, Monsieur Hiba, Monsieur Toumi et Monsieur Baza. Est-ce que on démarre par ces 5 premières questions et après on ouvrira de nouvelles. Si El Feskaoui, vous pouvez, si vous voulez bien, donc mettre fin au partage d'écran. Comme ça, on aura les images de tout le monde sur l'écran. Je pourrai avoir tout le monde sur l'écran. Alors, c'est fait? Voilà, maintenant je peux voir tout le monde sur l'écran, c'est bien. C'est bien. Alors, premier intervenant, Monsieur Lauti. Je crois que j'ai un problème de logistique. J'ai oublié mon. تسمعوني دابا؟ Oui, on t'entend, on t'entend. Oui, oui. Ah, vous m'entendez? D'accord, c'est bien, c'est bien. On t'entend bien, t'entends très bien. Merci. Bon, merci Safine. Premièrement, je tiens à remercier notre ami, mon collègue et mon cher ami, c'est le Hajj Mohamed Fskawi. Et franchement, je les félicite parce qu'ils ont vraiment fait un effort, surtout pendant ces temps difficiles que vous connaissez cette année, avec la réalisation de l'interconnexion à Oulouz, Abdelmoumen dans un temps record. Moi, voici ma question. Effectivement, comme a dit Steve Fskawi et comme vous avez dit, M. Safine, la plaie de Sus a été étudiée, pas mal d'études. Mais le problème, c'est que on se pose la question, pourquoi tant d'études et pourquoi on est arrivé là où on est maintenant? Moi, je vais juste faire un petit historique. La problématique du Sus a été déjà, enfin plutôt le danger, a été déjà soulevé lors du projet Sus des années 60. Pendant cette période-là, on a déjà tiré la sonnette d'alarme sur la problématique du SUS. Et effectivement, ce plan-là, ce projet avait préconisé 12 000 hectares d'agrumes pour que la nappe soit en équilibre et économiquement exploitable. Il ne devrait pas dépasser l'irrigation de 12 000 hectares d'agrumes. Je parle de la plaine du SUS, je soustrais le Ch'touka. 3 000 hectares de maraîchage et 10 millions, tenez bien, 10 millions de mètres cubes par an pour l'eau potable et industrielle pour toute la plaine. Avec ça, le plan avait déjà, comment on appelle ça, avait déjà prévu un déséquilibre vers 2024. C'est là où il fallait construire le barrage d'Oulouz, le barrage de Mimiki, qui n'est pas encore construit, sur Ouad Tamra, et le barrage de Tamri qui est construit. Et en 2050, ce plan avait prévu le recours au dessalement d'eau de mer. Donc, voici maintenant, on est déjà au dessalement d'eau de mer en l'an 2020, c'est-à-dire 30 ans. On a consommé les 30 ans de. Alors, la problématique, pourquoi on est arrivé à cette situation? Pour moi, je crois que les raisons, d'ailleurs, elles étaient citées par ces Fskawi. Moi, je crois que est-ce qu'on a réalisé ces études ou bien en concertation ou bien d'une manière participative?
avec les vrais usagers. Secondo, a-t-on bien choisi les bons interlocuteurs? Parce que parfois, on fait des études dans nos bureaux, à l'intérieur d'organismes, disons, officiels, et on oublie un petit peu les vrais opérateurs qui causent la nuit, comme a dit c'est Bouskaoui. Le troisième point, effectivement, il faut le dire, il existe un lobby très fort, je le dis à Bouskaoui, un lobby très fort, qui n'a pas un intérêt à mieux planifier. Ce qui l'intéresse, c'est de faire du gain le plus tôt possible et de partir s'il nous faut, surtout dans le secteur du maraîchage et de la banane. Hein. Je me pose aussi la question, est-ce que ce n'est pas dû à l'incapacité des instances de gouvernance pour appliquer les recommandations ici de toutes ces études qui sont quand même importantes? À mon avis, ou bien, est-ce qu'on a vraiment le courage de faire une évaluation, une post-évaluation de tout ce qu'on est arrêté, de tout ce qu'on a arrêté, de tous les plans qui ont été étudiés. Moi, je crois que ces 5 raisons coexistent. Et franchement, ce n'est qu'en agissant sur les 5 qu'on peut peut-être résoudre la problématique du sous qui va vraiment, il faut le dire, vers la catastrophe. Parce qu'avec les extensions, vous avez signalé le cas de Mrafra ou Nedris, qui est une zone de recharge de la nappe. Et en quelques années, il est devenu une zone, je dirais, de production d'agrumes. Et c'est là où la nappe se recharge. Et c'est dommage, alors qu'elle était affectée au développement pastoral. Je m'excuse, je m'arrête sur ce point-là. Merci Selaouti. Merci Selaouti. Tes questions sont pertinentes et sont très claires. Monsieur Obo, Fouskaoui, est-ce que vous notez les questions? Oui, je note. Alors, si Obo. Oui, donc moi je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Selaouti avec une question simple. Quand pourrait-on atteindre le rendement d'équilibre dans la nappe Yousous? Et je m'arrête là. Le rendement d'équilibre, ça veut dire on travaille juste sur les apports naturels de recharge naturelle annuelle. Et tout le reste doit être éliminé. Comment? Ça, je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Donc, c'est ma question. Merci, c'est Ahmed, merci Abdelrahim. Donc, c'est Mustafa Al-Hiba. Merci, Simoulo. Je saisis l'occasion aussi pour remercier notre ami Sifskaoui pour cette présentation très instructive, très claire. Moi, je voudrais plutôt faire un petit commentaire. Je ne vais pas être long. Je voudrais revenir sur la question de la convention qui a été adoptée par l'Agence du bassin comme outil de gouvernance pour une gestion durable de la nappe de source. C'est vrai, comme il a signalé Sifskaoui tout à l'heure, sa mise en œuvre et la réussite des mesures inscrites dans cette convention, elle nécessite obligatoirement une adhésion très très forte des agriculteurs. Donc, on a vu que, comme l'a signalé Sifskaoui, l'État a pratiquement engagé à honorer ses engagements qui sont inscrits dans cette convention en adoptant un ensemble de mesures incitatives à travers l'octroi des subventions aux agriculteurs pour améliorer l'efficience et réaliser des économies d'eau. Et donc, on voit que malgré tout cet effort de l'État et malgré tout l'effort de l'agence du bassin, tout l'effort de communication, de sensibilisation, lors de ces caravanes de sensibilisation, les résultats escomptés en matière, surtout en matière d'économie d'eau et de sauvegarde de la nappe, ne sont pas encore atteints. Peut-être l'État, je pense, a fait une erreur lors de l'octroi des subventions. Il a octroyé des subventions sans exiger, sans obtenir en contrepartie des engagements fermes de la part des agriculteurs pour observer un certain nombre de règles dans les extensions. Tout à l'heure, vous avez cité un chiffre horrible, des extensions de 44 000 hectares. Je pense que j'ai noté entre 2002 et 2018. C'est terrible, quoi. Donc, c'est peut-être l'État s'est trompé dans cette
cette politique de subvention, dans cette politique d'incitative, et n'a pas exigé d'obtenir en contrepartie des engagements des agriculteurs pour observer certaines règles, ne pas procéder à des extensions, et puis même encore, je ne sais pas, je me demande a posteriori maintenant, pourquoi l'État n'a pas exigé dans l'octroi des subventions des quotas d'eau, de prélèvement. Ça, c'était un outil extrêmement important. Est-ce que c'était omis d'une manière délibérée? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Donc maintenant, oui, l'État il est devant un fait accompli. Il faut qu'il adopte une politique ferme, de la carotte ou le bâton. Donc, comme vous le savez, les politiques, les mesures incitatives qui ont coûté cher à l'État ne peuvent pas donner de résultats positifs s'ils ne sont pas accompagnés par des mesures coercitives. Alors, et puis tout cela, il demande une forte détermination. À tous les niveaux, même à très haut niveau. Il faut cette détermination, comme l'a signalé tout à l'heure Seraoudi, a raison. Donc, avant de clore mon intervention, je voudrais poser la question si est-ce qu'on a fait une évaluation après maintenant 15 ans de mise en œuvre de cette convention? Est-ce qu'on a fait une évaluation pour voir les points faibles, les points forts, pour rectifier le tir? Merci. J'ai terminé. Merci, Mustafa. Donc, après le commentaire, donc ta question, c'est l'évaluation de la convention de gestion de la nappe, les points forts et les points faibles. L'intervenant suivant est Toumi. Merci, Safin. Et félicitations à notre ami Sivskawi. Moi, je ne serai pas très long. Je crois qu'on parle actuellement de l'économie de l'eau, de gestion, la gouvernance, etc., etc. Mais je ne sais pas pourquoi on n'active pas les procédures de contrôle de prélèvement des eaux souterraines. Malgré l'existence des compteurs, on exige les compteurs lorsqu'on veut faire un projet, par exemple, d'irrigation, mais ça reste sans fonction. On ne fait pas le contrôle. Je ne sais pas pourquoi on contrôle le compteur de l'eau potable et on laisse le compteur de l'irrigation et autres dans le domaine agricole. Deuxième question, pourquoi on n'interdit pas carrément le pompage dans les régions où il y a intrusion marine? Par exemple, le cas de Sosmessa, le cas de Swell. Et je crois que notre ami Houti a répondu à une partie de mes questions. Et merci beaucoup. Merci, c'est Toumi. C'est Mohamed Beza. Merci Simouloud. Je tiens à mon tour à remercier notre interlocuteur Sivskawi. Et moi, je vais revenir sur la question du contrat de nappe, pas sur le même aspect qu'a parlé Mustafa Al-Hiba, mais en général, comme il a été cité au début par Safin, le premier contrat de nappe a été réalisé dans le Souss-Massa, effectivement, en 2007. Entre 2007 et 2018, le Maroc a fait 32 tentatives de contrat de nappe dans différentes régions. Et je réponds à Mustafa, comme quoi il y a eu une évaluation qui a été faite en 2018, qui a justement reconnu cet échec et qui a dit plus ou moins ce qu'il fallait faire pour réussir les contrats de nappe, parce que le contrat de nappe et les eaux souterraines, leur problème, c'est en priorité, 95%, c'est un problème de gouvernance. Ce n'est rien que de la pure gouvernance. Alors, entre ce qui a été fait en 2007 et ce que vous avez cité, M. Fouskaoui, je vois, moi, que les signataires, la longue liste de signataires sont plus ou moins les mêmes qui étaient en 2007. Bien sûr, la loi de l'eau a changé depuis, donc ce n'est plus la loi 1595. Maintenant, c'est la loi
3615, etc. Mais qu'est-ce qui a changé entre 2007 et actuellement qui va nous faire croire que cette fois-ci, ça va réussir? Et je sais que depuis 2018, il y a eu, je pense, même un autre cas qui a été ajouté. J'ai une autre petite question, très simple. Je ne voudrais pas prendre tout. Parmi les scénarios que vous avez étudiés, je n'ai pas vu, à moins que je me sois trompé, je n'ai pas vu un scénario de réduction de la superficie irriguée. Parce que je peux vous dire, sachant les prévisions des changements climatiques pour le Maroc et surtout dans la région, connaissant la région très très bien, ayant travaillé dessus, j'ai travaillé sur Sept El Gardan, sur l'étude qui était derrière la construction du barrage à Oulouz. J'ai fait l'étude de Sept El Gardan en 1985. J'ai supervisé l'étude de dessalement, la station de dessalement, je l'ai supervisée du côté FAO. Et déjà à l'époque, on avait trouvé que si le prix de l'eau serait de 5 à 7 dirhams le mètre cube, selon la superficie couverte, et que sans exportation, il n'y aurait pas de profit. Donc, tout ça, ce que vous avez cité, j'ai vu dans vos projets, dans le projet que vous avez cité, il y a une tendance à l'augmentation de l'offre. Il y a beaucoup plus de tendances. Mais malgré cela, indéniablement, et je souhaite bien que ce que je sais et ce que je veux dire ne se réalisera pas, c'est que, indéniablement, la superficie actuelle qui est irriguée dans la région n'est pas soutenable. Et à mon avis, il faut commencer à réfléchir comment réduire la superficie irriguée si effectivement l'équilibrage de l'offre et la demande doit être recherché. Voilà, je m'arrête là et si on a le temps, j'ai d'autres questions. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, c'est Mohamed Baza. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez bien, je vais donner la parole tout de suite à Asif Skawi pour répondre aux 5 premières questions, sinon il risque d'y avoir, ça va être trop long. Mais j'ouvre tout de suite une deuxième liste parce que j'ai vu si Ibn Atta qui a levé la main. Est-ce qu'il confirme qu'il veut s'inscrire pour la deuxième liste? J'ai vu si Hassan Al-Amrani, si Abou Firas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'inscrire avant que je passe la parole à Sif Skawi pour répondre aux 5 premières questions? Mais nos questions complètes, enfin, interfèrent avec les autres. Je pense qu'il vaut mieux continuer les questions à Mouloud. Je suis à votre écoute pour toutes les propositions qui peuvent améliorer. Je ne suis pas. Donc, si Gdari a levé la main, s'il y a parmi les si Gdari, si M. Ibn Atta, si Al-Amrani, si Abou Firas ou la si Gdari pense que sa question va permettre de mieux répondre aux questions qui ont déjà été posées, je peux autoriser de prendre la parole tout de suite. Ça permettra à Sif Skawi de regrouper les réponses au lieu de répondre par morceaux. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole dans ce cadre-là? Si Abou Firas? Si Abou Firas, est-ce que tu penses que ta question va intervenir dans le cadre des réponses aux 5 premières questions? Oui, peut-être. Très bien. Allez-y, c'est Abou Firas. Oui, moi j'ai une question et une petite intervention en complément de ce qui a été dit. La question, c'est rapide, c'est par rapport à l'extension et surtout à la subvention à la micro-irrigation. Est-ce que l'agence ou les parties prenantes au niveau de la région ont fait une étude sur l'impact réel de la reconversion sur l'économie de l'eau, sachant que en termes d'objectifs de superficie, il est largement atteint. Ça, c'est les discours officiels. Mais en termes d'objectifs par rapport à l'économie de l'eau, est-ce qu'il y a eu réellement une étude de cet impact? Ça, c'est une question. Par rapport à l'intervention sur le contrat de nappe ou l'implication des usagers, bon, j'ai eu l'occasion de participer à ce travail de 2007 sur l'implication des usagers. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Je pense que depuis ce contrat de nappe et le constat, si vous voulez, d'échec, parce qu'on n'a pas atteint le rééquilibre de la nappe, il y a eu la nouvelle loi, la loi 3615. Il faudrait dire que la loi 1095 n'avait pas mentionné, le contrat de nappe n'était pas mentionné. C'est-à-dire que les agences ont anticipé, ils ont commencé à faire impliquer les usagers sans qu'il y ait réellement un fondement juridique de cette loi. Ce n'est que la loi 3615 qui a introduit ce qu'on appelle le CGPE, qui est le contrat de gestion participative des nappes avec un fondement juridique. Et justement, par rapport à ça, maintenant, les agences, et notamment l'agence du Sousmassa, a lancé ce qu'on appelle le SAGI, qui est une gestion, c'est un contrat de nappe, c'est-à-dire le contrat initial, c'est un contrat global au niveau de toute la plaine du Souss. Maintenant, les nouveaux contrats qui sont en cours de mise en place, et M. Fskaoui va certainement me corriger, c'est maintenant, on passe au stade local, c'est-à-dire on fait des contrats de nappe au niveau de sous-bassin. Et par exemple, au niveau de Taoudante maintenant, il y a le contrat de l'oasis de Tiout, du périmètre de Tiout, qui est un contrat local. C'est un contrat de nappe, mais vraiment local. Et parce que le constat de l'échec, justement, qui a été fait, c'est que l'action n'est pas faite au niveau local. C'est-à-dire, l'action doit être au niveau local avec des impacts globaux. Et les nouveaux contrats CGPE locaux, ces contrats de nappe locaux, permettent d'avoir une action au niveau local, et surtout, par exemple, ce qui se fait au niveau de Tiout, c'est essayer aussi de valoriser les pratiques ancestrales, la pratique ancestrale en termes d'économie d'eau et d'irrigation, et de les valoriser et de le remettre à contribution pour qu'il y ait cette action. Et donc, je pense que l'action au niveau local, à travers les CGPE, peut-être que c'est un nouvel élan pour aller vers cet équilibre de la nappe. Donc, voilà mon intervention. Et merci, M. Abou Firas. Est-ce que M. Hassan Lamrani, M. Benatta ou M. Gueddari pensent que leur intervention peut compléter les questions précédentes? C'est Hassan? Oui, moi je rebondis sur ce que vient de dire d'abord Sifskawi, bonjour, merci pour votre présentation. Je rebondis sur ce que vient de dire mon ami Abou Firas sur les contrats de nappe. Beaucoup de choses ont été dites. Enfin, apparemment, tout le monde constate qu'il n'y a pas de succès, enfin, pour ne pas dire qu'il y a un échec du contrat de nappe du Souss qui a été mis en œuvre déjà il y a une quinzaine d'années, notamment en matière d'équilibre de la nappe. Personnellement, enfin, donc, je pense que la gestion participative des nappes ne peut pas s'appliquer à des grandes nappes comme le Souss, le Haouz et le Tedla, parce qu'effectivement, le nombre d'acteurs est énorme et finalement, les agences de bassin sont amenées à signer des contrats avec des institutions qui ne sont pas, disons, qui ne sont pas les usagers finaux. Et c'est des institutions d'exploitation des agrumes, d'exploitation des primeurs, etc., qui n'engagent qu'eux-mêmes et qui n'arrivent pas à traîner avec eux tous les usagers finaux. Donc, il y a vraiment un problème le contrat de nappe ou la gestion participative des nappes. C'est un concept très intéressant, mais il est applicable, comme a dit Mohamed Abou Firas, pour des oasis où il y a le nombre d'acteurs et l'usager est faible, où il y a un certain capital social entre eux, une certaine solidarité, une convergence d'intérêts. Et même les économistes qui ont étudié ces problèmes de gestion communautaire des nappes, il y a même un prix Nobel Ostrom, Léonard Ostrom, qui a travaillé sur cette question. Une des conditions de la réussite de la gestion communautaire des nappes, c'est un nombre d'acteurs qui soit limité. Si vous avez 10 000 acteurs ou 15 000 acteurs, surtout s'il n'y a pas une convergence d'intérêts entre eux, il est très difficile de faire de la gestion communautaire de nappes. Donc, ma question, c'est Fskaoui, est-ce que vraiment, après ces 15 années, disons, d'expérimentation, d'essai, de mise en œuvre du contrat de nappe, est-ce que vous y croyez toujours, ce contrat de nappe, ou bien est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu l'approche, que ce soit en tout cas dans le Souss ou dans les autres bassins, pour aller sur des méthodes un peu plus où l'action de la police de l'eau est beaucoup plus importante que la gestion participative? Ça, c'est la première question sur le contrat de nappe et commentaire.
Et j'ai une deuxième question, enfin, assez précise, sur la construction, les programmes de barrage, qui d'ailleurs fait partie des contrats de nappe. J'ai vu dans un des documents enfin, que j'ai eu en ma possession qu'il y a un barrage qui est en cours de construction sur un affluent du Souss, Sidi Abdullah, qui a une capacité de 10 millions de mètres cubes et qui fait un coût, alors je ne sais pas, corrigez-moi Steve Skawi si je me suis trompé, et un coût de 100 millions de dirhams, presque le coût de Garden. C'est 100 millions de dirhams. Hein? C'est 100 millions de dirhams. C'est ça, moi j'ai vu 730 millions, enfin le chiffre. Mais ça me paraît quand même un chiffre extravagant par rapport à… Bon, peut-être que c'est… Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le rôle de ces nouveaux barrages à très faible capacité et à très grand coût? Est-ce que vraiment, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de régler les problèmes qui sont censés les résoudre avec d'autres moyens? Un barrage de 10 millions de mètres cubes qui fait 700 millions de dirhams, moi, ça me paraît un petit peu questionnable. Merci, merci, c'est Hassan. Alors, j'en profite parce qu'il me reste Sibn Atta et Sigdari sur mes listes. Je vais leur donner la parole tout de suite, comme ça, on passe aux réponses sur la première série de questions. Sibn Atta, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois plus, Sibn Atta. Je suis là. Là, Sigdari, oui, je t'entends, mais il était avant toi, donc c'est pour ça que je le demande à lui. Bon, s'il ne répond pas, je vais donner la parole à Sigdari en attendant qu'il revienne. Sigdari, allez-y. Merci Sissafine. Je voudrais remercier à mon tour Mohamed Fiskaoui pour son brillant exposé. Et je voudrais faire un petit commentaire. Moi, je crois que ce soit dans la plaine du Souss ou ailleurs, notre approche de la gestion de la demande reste biaisée. En ce sens que, et même dans cet exposé, il y a le seul secteur où on a essayé de, si vous voulez, de juger de l'efficacité d'utilisation de l'eau par la valorisation de la production et l'agriculture. Mais on n'a pas entendu parler des autres secteurs. Moi, je voudrais à ce sujet apporter un petit éclairage. Pendant très longtemps, on avait colporté des chiffres sur l'agriculture irriguée. Elle représente 45%, elle représente ça, elle représente ça, etc. Et beaucoup de gens ont essayé de mettre tout ça en cause. La contribution du sous-secteur irrigué de l'agriculture dans l'économie marocaine. Et alors, quand j'étais à l'AGR, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire une évaluation, une post-évaluation, pour voir si ces chiffres-là correspondent à la réalité ou pas. Et on a entamé une étude avec l'Institut agronomique de Montpellier et avec la FAO. Et on a utilisé la matrice des comptes sociaux qui a été produite à l'époque par le ministère des Finances. Et avec Sidou Kali, on avait, donc sur la base de cette matrice, construit un modèle et nous avons essayé de déterminer exactement l'impact du secteur agricole sur l'économie marocaine. Et je vous assure, à notre grande surprise, on avait sorti des chiffres qui démontrent que, dans beaucoup de cas, l'investissement dans l'agriculture était beaucoup plus rentable que dans certains secteurs industriels. Je ferme cette parenthèse. Donc, notre approche, en fait, là, je pense qu'il est biaisé et qu'il faut nécessairement, quand on évalue l'offre, parce que là, on est en face de la demande. Et quand on évalue une demande, il faudrait qu'on la fasse d'une façon très poussée, très précise, en embrassant tous les secteurs utilisateurs pour pouvoir dire, etc. Alors, autre chose. J'ai entendu dire qu'il y a un certain nombre de barrages à construire dans la région du Souss. Moi, je voudrais seulement poser une question à Simskawi. Lui dire, on n'a pas entendu une donnée sur le niveau de régularisation aujourd'hui des eaux superficielles dans le Souss. De mon expérience personnelle,
que ce soit Youssef Ntachfine ou que ce soit Abdelmoumen. En tout cas, Abdelmoumen et Lissen, c'est une histoire extraordinaire, et ça vous le savez très bien, c'est Skaoui. On a le secteur de l'agriculture de périmètre de Lissen n'a jamais réussi une seule fois dans son existence à bénéficier de la dotation qui lui a été accordée par le plan directeur. On a toujours été en deçà et de loin de ce qui était prévu par les plans directeurs. Il y a un problème qui se pose au niveau national. On a surestimé le potentiel. On a surestimé ce qui est régularisable. Et nous, en agriculture, on avait une règle. On dimensionnait les projets d'irrigation sur la base des ressources en eau garanties 8 années sur 10. Ça, c'était la règle. Et c'est sur cette base que nous dimensionnons nos périmètres. Et je vous assure, oui, je vous assure, que vous prenez le périmètre du Sousse, que vous prenez le périmètre du Haouz, vous prenez le Khdar, vous prenez le Tessaout, tout ce que vous prenez. Moi, mon passage à la GR m'a permis d'analyser les chiffres à travers de tous ces bassins. En aucun cas, on a été en mesure de dire cette année, on a eu les ressources correspondant aux dotations que nous avons été allouées par les plans directeurs. Je reviens aux sources. C'est très important. Naam Sidi. Sekdari, est-ce que ta question est assez Skaoui, c'est de dire est-ce que vos chiffres sur les quantités mobilisables sont fiables ou pas et comment vous pouvez nous assurer qu'elles sont fiables? Absolument, c'est pour ça que j'ai posé la question sur le niveau de non, et pour être aujourd'hui, pour ne pas remonter dans le passé, pour être clair aujourd'hui, il y a des plans qui nous ont été présentés par Sif Skaoui. Il y a des chiffres sur les quantités mobilisables. La question que je retiens à partir de ton intervention, est-ce que ces chiffres sont fiables? Absolument, absolument. Voilà, donc c'est ça la question. Absolument, très bien. Absolument. Okay. Alors, là, il y avait quelque chose d'autre à ajouter, secrétaire? Deuxièmement, j'ajoute, oui. J'ai entendu dire également qu'on fait des interconnexions entre barrages. Comme si, au niveau du Sousse, il y a des barrages qui peuvent se trouver par miracle pendant une campagne beaucoup mieux dotés que d'autres. Alors, et ce qui me chagrine, plus ou moins, c'est la connexion à partir de Sidi Mohamed Mokhtar Soussi, vers Agadir ou vers ici, je n'ai pas bien entendu, mais vers un autre usage. J'ai eu à travailler sur l'hydrologie de ce barrage, de ce bassin, plus exactement de ce sous-bassin, quand on travaillait sur le projet de partenariat public-privé de l'Gardin. Et je vous assure, cette dotation-là sur laquelle on a calé le projet, on ne peut jamais la dépasser. Nous savons pertinemment qu'on ne peut jamais la dépasser. Et je ne vois pas quelle est l'utilité. Je ne vois pas quelle est l'utilité de surdimensionner un barrage comme le Mokhtar Soussi, sachant que nous sommes dans une région qui connaît et qui connaîtra à l'avenir des réductions drastiques des précipitations et des ressources. Est-ce que au niveau du sud marocain, on peut se permettre de la régularisation interannuelle au niveau d'un sous-bassin? Dans une zone où l'évapotranspiration dépasse les 2 mètres par an, il me paraît que c'est une illusion. Et à mon sens, la connexion interbassins, elle va conduire à quoi? À répartir la pénurie. Avec ça, là où il n'y a pas de pénurie certaines années, on va la créer au profit d'autres régions. Et je pense essentiellement, je suis désolé, je me permets de t'interrompre simplement pour laisser à d'autres amis le soin d'également de parler. Donnez-moi une minute. Pas de problème. Depuis les années 80,
le problème de l'eau potable d'Agadir s'oppose. Et on savait pertinemment que la seule solution pour résoudre le problème d'Agadir, c'est le dessalement d'eau de mer. Et normalement, on devait faire une station de dessalement d'eau de mer uniquement pour la ville d'Agadir et depuis très longtemps. Pour ne pas arriver à la situation d'aujourd'hui et à la situation de cette année où on a commencé à chercher de l'eau partout. Et à piquer de l'eau sur le périmètre, sur le Mokhtar Soussi. Je sais que l'eau potable est prioritaire. Voilà qu'une bonne gestion nous permet, dans des situations de difficulté, d'éviter les dégâts collatéraux. Merci, c'est Safine. C'est tout ce que j'avais. C'est Abou Bakr Siddiq, c'est Gdari. Merci beaucoup. J'ai encore dans ma liste 3 autres personnes, si je ne me trompe. C'est Blata, mais je l'ai cherché, je crois qu'il a quitté, il est plus connecté. Si Yacoubi Soussen a levé la main, non, tu as appuyé sur le bouton, pourtant il y a... Ah non, c'est ton voisin qui est... D'accord. Très bien, alors donc je donne la parole tout de suite à Sylve Skawi, qui a pas mal de questions sur lesquelles il doit apporter des réponses. Sylve Skawi, c'est Mohamed, c'est à vous. J'active le micro. Donc, je vous remercie tous les intervenants pour l'éminente intervention, complément d'information ou aux questions. Éminent expert que vous êtes, certainement, vous aurez beaucoup de choses à nous renseigner, à nous enseigner également dans ce domaine. Vous avez tous, ou bien ceux qui ont exercé sur ce bassin, tel que M. Laouti, qui a exercé en tant que responsable sur ce bassin, d'autres qui ont fait des études sur ce bassin également, c'est Abou Ferassi, c'est Laïba, c'est Amrani, et c'est Gdali qui est aussi responsable central au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, vous connaissez, je vois que vous connaissez certainement plus parfaitement même la problématique du bassin de ce bassin. Effectivement, donc depuis 2007, quand le problème, l'alarme avait été sonnée, c'est-à-dire où le déficit commence à s'accentuer de plus en plus, et qu'il n'y a rien qui se fait pour un peu étudier ce déficit, qu'un diagnostic a été établi et qu'un plan d'action a été élaboré visant à stopper cette hémorragie et visant également à améliorer la situation, en essayant bien sûr d'impliquer ou de faire participer à ce plan d'action. C'est le cas de l'étude d'implication des agents d'eau. Ça a été d'ailleurs réalisé cette étude par M. Abou Ferassi dans la région, à Rising, à l'époque, en 2007, en essayant d'élaborer un plan participatif, je le disais tout à l'heure. Et donc, effectivement, il faut reconnaître qu'en matière de gestion de ressources en eau, à une certaine époque, chaque utilisateur travaille dans son coin et le gestionnaire également travaille dans son coin. Il n'y avait pas de parfaite liaison, de parfaite communication et de parfaite collaboration. Et à partir de 2007-2008, justement, et c'est là la convention cadre, parmi les points positifs de cette convention cadre, c'est qu'elle a mis tout le monde autour d'une table et commencé à discuter cette problématique et que chacun essaye de son côté d'apporter une solution ou de contribuer à une solution. Donc, à l'époque, on savait que, effectivement, ça a été soulevé par M. Toumi, que les superficies actuellement exploitées risquent de ne pas être soutenues. Effectivement, depuis 2007, les superficies irriguées dépassaient l'utilisation, l'eau utilisée pour l'irrigation dépassait les potentiels en eau naturelle de la région. Il était question à l'époque, est-ce qu'on réduit les superficies irriguées? Ça a été posé. Donc c'est un scénario, bon ça n'a pas été, mais ça a été posé. Parce que ça là c'est plus simple. Réduire les superficies irriguées et nous laisser arriver jusqu'au niveau du potentiel disponible. Ça, tout le monde s'est opposé à ce scénario de réduction de superficies irriguées. Et on se dit qu'en allant vers la mobilisation d'autres ressources,
conventionnelles soient-elles ou non conventionnelles, telles que le dessalement de demeure, l'utilisation des eaux usées, pourvu qu'on stoppe l'hémorragie des extensions. C'est là le problème. Alors, je vous le signale ici, le problème numéro 1 de cette région, c'est l'extension des superficies irriguées non contrôlées. Ou peut-être on ne contribue pas tous en tant que partenaires ou acteurs à stopper cette hémorragie. Alors, c'est la question numéro 1. Même si on veut faire, nous sommes en train d'élaborer une convention cadre numéro 2, c'est-à-dire une évaluation de la première, une élaboration d'une deuxième, où on va en tenir compte de ce qui n'a pas été réalisé, consolider ce qui est positif, et également corriger ce qui est négatif dans la première. C'est la question à ce Gtali, une réponse à ce Gtali, où on ne s'intéresse pas aux autres acteurs. Effectivement, à l'époque, on s'intéresse au domaine agricole parce que l'utilisateur numéro 1, c'était l'agriculture. Quand on voyait à l'époque, c'était 90% du potentiel mobilisé va vers l'agriculture. Donc, on s'est dit que s'il y a gain maximum à faire, c'est à ce niveau, c'est-à-dire économie, etc. Et après, on reviendra vers les autres usages, tels que l'eau potable et l'industrie. La convention cadre, maintenant numéro 2, va tenir compte de ça. Il va tenir compte également de l'écologie, de l'environnement et d'autres usages industriels, touristiques, et également, etc. Donc, c'est prévu, et également, c'est prévu dans la stratégie nationale de l'eau, où il fallait également. Vous avez peu connaissance certainement de la stratégie nationale, où on aura en 2050 besoin de 5 milliards de mètres cubes pour accompagner le développement du pays, et démographique, industriel, etc., et économique. Alors, ces 5 milliards de mètres cubes, 2,5 milliards de mètres cubes devraient provenir de la mobilisation des eaux de surface, de l'économie de l'eau, dans tous les usages confondus, irrigation, eau potable, industrie, etc. Et 2 milliards de mètres cubes doivent parvenir de la mobilisation des eaux de surface complémentaires, etc. Et 400 millions de mètres cubes doivent parvenir du dessalement de demeure, et 300 millions de mètres cubes devraient parvenir des eaux usées, traitées, réutilisées. Donc voilà un peu la composante et ces axes, on les traduit ici au niveau régional. Alors maintenant, nous avons tenu des réunions avec les autorités locales. On l'a un peu dressant cette situation de creusement anarchique et d'extension de surprises aiguës pour essayer parce qu'on sait que les agents de l'autorité qui sont bien implantés sur le terrain, suivis du personnel de l'agriculture avec les CMV, les CT, etc., et l'agence de bassin, très peu de personnel, 2 agents de police de l'eau, on ne peut pas survoler tout le bassin en quelques minutes. Donc, alors, et également, nous avons tenu des réunions, moi-même, en expliquant monsieur le procureur général du roi ici, d'Agadir, la situation dramatique de l'écrasement anarchie, etc. Est-ce qu'il contribue exactement, il participe un peu à contrarier les contrevenants, notamment dans ce domaine, et les infractions, sanctionner valablement les infractions commises dans ce domaine. L'actualisation du plan directeur également en cours, question de réduire les superficies, personne n'est pour. Donc, réduire les superficies irriguées, mais pas, moi je pense, bon, actuellement c'est augmenter l'offre, ce qui reste c'est le dessalement de demain. Nous avons une côte, effectivement, qui est depuis le nord d'Agadir jusqu'à Sidi Ifni, à peu près 300-400 km de long de côte, où des possibilités, si bien sûr les assolements à réaliser peuvent payer le prix. Actuellement, au niveau du Shtoka, bon, les agriculteurs sont preneurs parce qu'ils pratiquent des cultures un peu qui peuvent payer le prix, destinées à l'exportation et qui sont sous serre. C'est les cultures à haute valeur, dites cultures
à haute valeur ajoutée. Le potentiel en matière non conventionnelle également de usée, il est limité. Donc, c'est quelques 60 mm3. Et avec tout ça, la généralisation du goutte à goutte, même si on généralise, et quand même avec très développé des techniques encore plus poussées que ça, on n'arrivera pas jamais à l'équilibre de la nappe. Réduire les superficies irriguées, c'est aussi, si on va vers les cultures ou les spéculations qui sont moins exigeantes en eau, j'ai tout à l'heure parlé de certaines cultures qui valorisent le mieux le mètre cube d'eau, et peut-être avec la même valeur économique, on peut produire dans la moitié d'une superficie ce que produit par d'autres cultures sur une superficie complète. Donc exactement, mais il faudrait qu'il y ait un dialogue franc et sincère qui s'installe et qu'on décide ensemble entre partenaires ce qu'il y a lieu de faire exactement. Donc si Heba a mis le doigt exactement sur son intervention, exactement, c'est que quand on subventionne un projet agricole, il fallait peut-être exiger de preneurs de la subvention certaines exigences à ce qu'ils respectent un peu au moins les dotations, etc. Je crois que M. Amrani a participé à une étude sur la gouvernance également financée par l'AFD dans la région. Il a même parlé du marché de l'eau. Cette étude a parlé du marché de l'eau, c'est-à-dire à celui qui valorise le mieux, qui l'apprend. Et également, ici, malgré que les campagnes de sensibilisation, de communication que nous avons faites, nous avons senti peut-être qu'une compréhension globale, du moins théorique, mais sur le plan pratique, c'est tout à fait le contraire. Donc, ceux qui assistent avec nous et ceux qu'on croit avoir compris et c'est-à-dire adhérer à la démarche, ce sont eux qu'on trouve sur le terrain faire tout à fait le contraire. Alors donc c'est effectivement c'est différent par rapport à d'autres pays. Quand on décide ensemble quelque chose, bien sûr la pratique, il faudrait qu'elle soit que tout le monde y participe pour le mettre en place. Et si les gens, les usagers eux-mêmes ne sont pas convaincus de cette démarche, on a beau mettre un policier de l'eau à la tête de chaque ferme, on arrivera toujours à détourner cette policier de l'eau. Si l'exploitant lui-même n'est pas convaincu de la graveté que le menace lui-même, parce que c'est lui-même qui est menacé par cette surexploitation et par cette démarche abusive, l'utilisation abusive de cette ressource. Les barrages, effectivement, vous savez que la région, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une région à climat aride, mais une variabilité dans le temps des apports. J'ai mentionné que certaines années, notamment en 1960, le bassin n'a reçu que 30 millions de mètres cubes. L'année actuelle, hydrologique 2019-2020, n'a reçu que 29 millions de mètres cubes, encore plus pure que celle de 1960. Mais en 2014, il a reçu, quelques années autres, 2,6 milliards de mètres cubes. Donc à peu près des cycles de 5, 6 à 7 ans. Il y a des apports substantiels, il y a des coulées vers des pertes en eau, vers la mer substantielles, très importantes, et qu'il est nécessaire de faire de cette région des bassins de stockage. On sait qu'il y a l'évaporation, mais ça ne s'évaporera pas plus qu'on va stocker si on fait des réserves qui visent la gestion interannuelle de ce volume. Et c'est grâce justement à ces barrages actuels qu'on a pu tenir jusqu'ici, jusqu'à cette dernière. Si ce n'est pas une dernière année ici qui est très, très sévère, il n'y aura pas de problème en matière d'agriculture. Depuis 2014, que nous continuons à fournir de l'eau pour l'irrigation de tous les périmètres de la zone. Donc, les barrages jouent et continueront à jouer leur rôle. J'ai parlé tout à l'heure d'une contrainte justement des barrages, c'est l'envasement qui un peu menace la réduction de leur capacité, mais les barrages sont toujours utiles. Ce sont les barrages qui assurent jusqu'ici l'approvisionnement potable des grandes villes
et des grands centres, et l'irrigation des grands périmètres irrigués. Et le périmètre de Gardan, le complexe Aoulouz Mokhtar Soussi a assuré, depuis la mise en service du projet de Gardan, la dotation annuelle, et même plus. Je peux vous dire qu'on pratique plus au niveau du périmètre de Gardan. Le périmètre de Marseille également, ça l'a assuré jusqu'ici la dotation. Ce n'est que cette dernière année en octobre 2019 qu'on a arrêté, continué. Il n'est plus dans le barrage de Marseille que 2 ans d'eau potable. Donc, bon, il y a la nature, donc il y a des apports excédentaires, il y a des sécheresses, et les barrages essayent de jouer justement une gestion interannuelle entre les différentes années. Et peut-être il faut réfléchir, donc nous commençons à réfléchir au niveau de l'abdomen pour le couvrir, la retenue avec des photovoltaïques. Nous avons un investisseur qui se propose de couvrir la retenue de barrage à Douane avec des photovoltaïques. Ça évitera l'évaporation et ça permettra, d'après lui, de produire plus d'électricité que sur une surface libre comme ça. Parce qu'en refroidissant peut-être les plaques photovoltaïques, ça produit plus. Je ne suis pas spécialiste en matière, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu éviter ou réduire l'évaporation sur ce retenu. Nous avons vu des cas dans certains pays que l'on fait. Les Japonais qui couvrent les canaux même avec des plaques photovoltaïques. Donc, ça évite l'évaporation et également, ça produit de l'électricité. Ça manque d'espace. Chez nous, ce n'est pas de l'espace qui manque, mais si on les oriente vers ce domaine, ça serait très bien. Donc, je pense que effectivement, s'il est là aussi sollicité tout à l'heure, je crois que l'action de l'administration a fait dans le bassin tout ce qu'il fallait faire en matière d'investissement. Ça a coûté cher pour corriger les erreurs de certains usagers eux-mêmes. Le sauvegarde de Gardan, il est venu, ça a coûté à l'État. Donc, ce projet, les 2 barrages, etc., c'est pour corriger les erreurs qu'ont fait les exploitants à l'époque. Depuis 1975, le plan directeur de 1975 avait mis le doigt sur l'alarme. Faites attention aux agrumes, s'ils ne font pas attention, ils vont payer le prix. Et c'est écrit dans ce plan directeur. Donc, et également, dans le Massa, l'État est venu actuellement réaliser un grand projet de dessalement de demeure pour corriger les erreurs qu'ont fait les usagers dans cette région. Donc, alors, j'ai dit tout à l'heure que nous avons échoué sur les actions que ne coûtaient pas pratiquement rien à l'État, c'était le contrôle des extensions des superficies. Et actuellement, et pour l'avenir, le défi, c'est l'arrêt des extensions des superficies. C'est l'arrêt de l'hémorragie. C'est un peu comme les constructions illicites, c'est les bidonvilles, on n'arrête pas, on ne pourra pas éradiquer ce fléau. Donc, d'abord, il faudrait que tout le monde s'implique et contribue à arrêter cette hémorragie. Et puis, on réfléchira sur les solutions de ce qui irait actuellement ensemble. C'est une solution qu'on va bâtir ensemble, soit réduire en partie, valoriser l'eau au maximum en partie, etc. Mais il faut que tout le monde s'implique dans cette problématique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Je sais que vous avez tous certainement beaucoup de choses à nous apprendre aussi dans ce domaine. Et vous serez les bienvenus. On fera appel à vous. On fera appel à vous tous pour contribuer à la résolution de cette grande question, point d'interrogation. On va le lever, Inch'Allah, ensemble. Merci à Asif Skawi. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas prêté attention, j'ai été pas attentif. Il y a une question qui est revenue chez plusieurs intervenants qui concerne Silhouti, je crois que c'est Abou Firassi, je ne sais pas qui d'autre encore en avait parlé. C'est d'impliquer les interlocuteurs locaux dans les contrats de NAP. Est-ce que vous en avez parlé à Asif Skawi? Oui, c'est Abou Firassi a parlé effectivement, la loi 3615, c'est elle qui a parlé explicitement
de gestion participative des nappes au moyen de contrats de nappe. Et actuellement, nous partons au niveau de Sousse. Nous sommes d'ailleurs les premiers à partir sur l'élaboration de contrats de nappe local à l'échelle des sous-bassins. Donc, nous avons étudié un sous-bassin d'Arghan, de la région de Terre d'Ain. Nous sommes actuellement, et c'est Rézim qui est lui-même sur le bassin de Tude, qui pour établir, aboutir à un contrat de nappe local avec la participation et l'implication des acteurs locaux de ce bassin. Il sera effectivement, comme a dit tout à l'heure c'est Amrani, quand il y a des milliers d'acteurs, c'est difficile d'aller regrouper tous. Donc, c'est pour cela que dans le bassin ici, nous sommes allés vers les institutions représentatives de ces exploitants, la PFL, la SPAM, la SPEM, parce qu'on ne peut pas toucher individuellement chaque exploitant. Donc, par contre, au niveau de ce bassin, on peut toucher chacun individuellement et que tout le monde s'engage, que tout le monde, voilà. Merci, si oui. Si Ibn Atta, tout à l'heure, je te cherchais pour te donner la parole. Malheureusement, tu étais parti. On a déjà dépassé d'une peu. Non, je vais vous donner la parole parce que je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans intervenir. Est-ce que vous voulez, on allait conclure. On a déjà dépassé de 10 minutes notre programme. On peut s'ajouter 5 minutes si vous êtes d'accord et donner la parole à Ibn Atta. Merci bien, Sissafine. Je crois que je n'avais pas beaucoup de chance. Je ne suis pas parti, c'est la connexion qui m'a coupé. Voilà, on a compris. Exactement. Oui. J'ai dû changer d'appareil. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier énormément M. Fskaoui pour sa disponibilité, pour cette belle occasion de discuter un petit peu la gestion de l'eau dans le bassin de Souss Massa. Vraiment, chaque fois où j'assiste à ces exposés sur Souss Massa, j'ai le cœur un peu qui se serre parce que chaque fois, c'est la même chose, comme l'a confirmé notre ami. La nappe continue à baisser, 1 mètre, 2 mètres par an, l'intrusion saline de la mer. Et donc, ça continue. On n'a pas encore trouvé de solution à ces problèmes. Alors, je pense que la réponse, il m'a été déjà donnée par M. Fskaoui quand il a dit que 96% de l'eau va vers l'irrigation, 14% va vers l'eau potable et l'industrie. Ça veut dire que l'écologie, elle n'a rien. C'est ça ce que j'ai déduit de son intervention. Alors que si on revient à la loi de l'eau 36-15, dans ses articles 96-97, il est bien stipulé que les concessions d'eau de domaine public doivent prendre en compte les exigences du plan de gestion des zones humides lorsqu'il existe et garantir un débit d'eau minimum défini par une loi réglementaire pour protéger les droits des tiers, des animaux et des plantes aquatiques en aval de l'entreprise. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est vraiment tenu compte dans votre agence de ce débit écologique pour la nature, pour les écosystèmes aquatiques? Est-ce que cette loi réglementaire chez vous a été promulguée ou bien c'est le dernier des soucis vu le stress, vu les conditions de stress? Merci beaucoup. Merci assez, Nathan. Merci beaucoup. Le défenseur de la nature. Ouais, effectivement, c'est Nathan. Effectivement, les bilans qui ont été réalisés ont tenu compte d'un débit écologique. Mais toujours faut-il que ce débit existe. Donc, ou alors il faut le prélever sur d'autres usages. Et c'est là le défi. Alors, vous savez, le problème de l'envasement des barrages, nous sommes dans une région où on reçoit très peu de précipitations et quand il pleut, les apports. Alors, dans plusieurs pays où la pluie est pratiquement régulière, la gestion des barrages, les premières crues, c'est-à-dire le début de la crue, on ne la stoppe pas dans le barrage. On laisse le barrage ouvert, laisser passer les premiers charriages, les premiers apports, et on ne retient que la queue de la crue ou lorsque l'eau devient relativement claire. Et comme ça qu'on évite l'envasement des barrages. Alors chez nous ici, au Maroc, dans le sud, on ne peut pas se permettre de lâcher le début de la crue. Sinon, on n'aurait rien stocké dans ces barrages et on n'aurait rien à fournir aux différents usages. Donc, c'est également le débit écologique. Alors,
Certainement, j'ai parlé tout à l'heure d'une nouvelle convention cadre de la région, le cadre 2. Nous allons tenir compte du débit écologique, de l'écologie, au même titre que les autres usages. C'est un usage nécessaire et même obligatoire. Et obligatoirement, nous allons en tenir compte de la convention cadre prochaine. Merci. Merci à Si Mohamed Fskaoui. Sauf si quelqu'un souhaite faire une dernière intervention, je vous propose donc de clore notre rencontre qui a été très très riche. Encore une fois, je me rends compte que ce problème de l'eau est tellement complexe que toutes les réunions qu'on peut tenir, on ne peut pas aborder tous les sujets et tous les problèmes. Mais notre rôle, nous, avec notre diversité, la diversité de nos parcours, la diversité de nos expériences, c'est de contribuer à la réflexion, de susciter des débats et éventuellement de pouvoir influencer, même si c'est un tout petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri. Le colibri est un tout petit oiseau et il y avait le feu dans la forêt et il prenait des petites gouttes dans son bec, il allait pour essayer d'éteindre le feu. Les autres animaux lui ont demandé qu'est-ce que vous êtes ridicule avec tout ce que vous ne pouvez rien faire. Il a dit j'apporte ma contribution. Donc nous aussi on apporte notre contribution à quelque chose qui est immense certainement. Et merci à tous les amis qui ont participé ce soir, merci à notre conférencier. Grand bravo pour vous et quand vous serez disponible, vous êtes le bienvenu pour rejoindre notre groupe Asif Fskaoui pour militer avec nous. Vous nous avez invité à venir travailler avec vous, nous aussi on vous invite à venir travailler avec nous. Merci beaucoup. À votre disposition, c'est moi qui vous remercie, je suis toujours à votre disposition. Marhaba bik et merci voilà, certainement, comme j'ai dit tout à l'heure, nous aurons besoin de vous tous pour nous aider dans ce défi, hein, pour relever ce défi. Merci. Quand c'est chacun de voit à sa pierre à poser dans cette. Quand cette pandémie nous le permettra, on ira certainement, on organisera des sorties et on viendra vous visiter sur place ce que vous êtes en train de faire sur le terrain. Donc, je close avec votre autorisation cette rencontre. On vous remercie encore une fois. Et donc, à bientôt. Si Bouhamidi a fait l'enregistrement de notre session, donc nous pourrons la partager avec ceux qui étaient présents et éventuellement ceux qui ne l'étaient pas et qui souhaiteraient connaître l'issue de nos discussions. Bonne soirée à tout le monde et bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.